Le sionisme, initialement pensé comme une réponse à l'antisémitisme européen, a traversé une série de transformations profondes. Né à la fin du XIXe siècle comme un projet laïque, socialiste, modernisateur, il est aujourd'hui dominé par des courants nationalistes, religieux, expansionnistes et messianiques. À sa naissance, le sionisme n'était pas monolithique, mais regroupait plusieurs courants idéologiques. Les travaux de Theodor Herzl ont posé les bases d'un sionisme politique axé sur l'obtention d'un État juif par des moyens diplomatiques. Herzl, un laïc, viennois, de surcroît influencé par les idées modernes de l'époque, voyait cet État comme une solution pragmatique à un antisémitisme européen croissant. À côté de cette approche politique, d'autres courants, notamment le sionisme culturel et le sionisme socialiste, jouaient un rôle prépondérant. Ainsi, Ahad Ha'am, père du sionisme culturel, insistait sur la nécessité de revitaliser une culture juive avant de se concentrer sur la construction d'un État. En parallèle, des figures comme Ben Gourion, Bert Katznelson ont promu une vision collectiviste, égalitaire, incarnée par les kibbutz. Et ces courants ont été unis par une ambition commune, la création d'un foyer national juif en Palestine, mais les moyens et les visions du futur divergeaient considérablement. Les kibbutz, notamment, ont été des pierres angulaires du sionisme socialiste. Les premiers colons, arrivés par des vagues d'immigration au début du XXe siècle, ont établi des structures dans des terres souvent désertiques ou marécageuses. Les kibbutz fonctionnaient selon un modèle égalitaire où la propriété privée était abolie. Il fallait même demander la permission de se marier, de faire un enfant, et où chaque membre recevait selon ses besoins. Les communautés ont joué un rôle double, économique et stratégique. Sur le plan économique, elles ont permis l'établissement d'une agriculture florissante. C'était la base de l'économie juive en Palestine. Sur le plan stratégique, elles servaient de bastion avancé pour la défense d'un territoire face à des communautés arabes locales. La Haganah, d'ailleurs, l'organisation paramilitaire juive, s'appuyait sur ces implantations pour coordonner ses actions. Mais l'impact des kibbutz dépassait les aspects pragmatiques. Il représentait un laboratoire d'une société juive nouvelle, égalitaire, émancipée, en rupture avec les sociétés patriarcales et religieuses du passé. Avec la fondation de l'État d'Israël en 1948, le sionisme socialiste et la vision égalitaire des kibbutz dominaient encore. Cependant, plusieurs événements ont profondément modifié cette dynamique. Le sionisme contemporain est marqué par une domination de courants nationalistes religieux. Le Parti travailliste, autrefois moteur du sionisme socialiste, a été marginalisé au profit d'une formation comme le Likoud, dirigé par Benjamin Netanyahou aujourd'hui, ou des partis encore plus à droite comme Otzva Yehudi ou Religious Zionism. Quels ont été les facteurs justement de cette transformation? La démographie. Les colons issus de milieux religieux constituent une base électorale croissante. Leurs influences sur les politiques publiques en matière de sécurité et de colonisation sont déterminantes. Paradoxalement, Israël est un État religieux puisque c'est défini comme État juif. La société elle-même israélienne a vu une augmentation de l'influence des courants religieux, notamment ultra-orthodoxes, sur la vie politique. Ensuite, il y a eu une polarisation politique, la fragmentation de la société israélienne entre laïcs et religieux, entre juifs, ashkénazes et séfarades, ou encore en population urbaine et rurale, a renforcé les tensions idéologiques. La guerre des 6 jours marque un tournant décisif. En 6 jours, Israël a pu conquérir la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, le Golan, le Sinaï. Cette victoire spectaculaire a donné lieu à un sentiment de puissance nationale et une transformation idéologique. Les territoires occupés, particulièrement en Cisjordanie et Jérusalem-Est, étaient rapidement perçus par certains groupes comme partie intégrante de la terre d'Israël, ancrée dans une tradition biblique. Et pour beaucoup, cette guerre marque en fait non seulement
une victoire militaire, mais un moment messianique. Des mouvements religieux tels que Gush Emunim émergent alors dans les années suivantes, affirmant que la colonisation de ces territoires est un devoir religieux et national. La vision pragmatique et laïque du sionisme de Herzl et de ses successeurs cède peu à peu à un discours plus théologique, expansionniste. Le véritable tournant idéologique intervient en 1977 avec l'arrivée du Likoud au pouvoir avec Begin. Et ce parti, issu du révisionnisme sioniste, prenait une vision beaucoup plus nationaliste et territoriale. Et contrairement au sionisme socialiste, le Likoud mettait plus en avant les droits historique des Juifs sur la terre d'Israël, incluant la Cisjordanie et Gaza. Et sous Begin, les priorités changent. La colonisation des territoires s'accélère. Israël s'éloigne des idéaux socialistes. Le modèle collectiviste des kibbutz décline rapidement, remplacé par une économie de marché et une privatisation croissante. Dès 1967, Israël commence à établir des colonies dans ces territoires occupés. Ces colonies, d'abord marginales, deviennent au fil des décennies des principaux moteurs des tensions entre Israël et les Palestiniens. Et au départ, ces colonies étaient justifiées par des arguments sécuritaires. Des zones comme la vallée du Jourdain étaient perçues comme essentielles pour garantir la sécurité d'Israël face à ses voisins arabes. Ces colonies étaient donc installées avec le soutien direct de l'armée israélienne. Cependant, à partir des années 1970, une nouvelle justification apparaît. Les colons religieux, soutenus par des leaders comme le rabbin Zviv Yehuda Kook, revendiquent les territoires de Cisjordanie et de Jérusalem comme faisant partie intégrante de la terre promise. Pour ces mouvements, la colonisation n'est pas seulement une question de survie nationale, mais l'accomplissement d'une mission divine. Paradoxalement, il y a aussi une évolution d'Israël au niveau des relations internationales. On passe d'un réseau socialiste de soutien à un réseau conservateur de soutien. Jusqu'aux années 70, Israël entretenait des relations privilégiées avec les partis de gauche européens surtout. Le parti travailliste israélien était un membre actif même de l'internationale socialiste, aux côtés des formations comme le Parti socialiste français, le Parti social-démocrate allemand, et ces alliances reposaient sur des valeurs communes, justice, égalité et lutte contre le fascisme. Et des figures comme Golda Meir, Ben-Gourion incarnaient ce lien fort avec la gauche internationale. Et ces leaders travaillaient étroitement avec les syndicats européens, les mouvements ouvriers et même les partis progressistes pour renforcer justement ce soutien à Israël. Les relations avec les partis socialistes s'effritent au profit de rapprochements avec des conservateurs occidentaux. Aux États-Unis, le Likoud trouve un allié naturel chez les républicains, notamment sous les administrations Reagan et Trump. Et ces relations s'inscrivent dans une stratégie de défense commune face à des ennemis perçus comme communs, comme l'Iran. En Europe, le Likoud se rapproche de partis de droite populistes et conservateurs. Le soutien explicite de Benjamin Netanyahou à des figures comme Viktor Orban en Hongrie, Matteo Salvini en Italie illustre ce glissement. Plus récemment, le rapprochement entre Netanyahou et le Rassemblement national en France reflète une stratégie d'alliance avec des partis autrefois considérés comme hostiles à Israël, pour ne pas dire antisémites. Ce changement est marqué par une convergence idéologique sur des thèmes comme la lutte contre l'immigration, la lutte contre l'islamisme, la souveraineté nationale et le rejet du multilatéralisme. Parallèlement, la montée en puissance de courants religieux au sein du mouvement sioniste s'amplifie et elle est influencée par justement ces alliances internationales. Des partis religieuses comme le Chasse, le parti sioniste religieux, ont renforcé leur influence politique, notamment dans des gouvernements de coalition dirigés par le Likoud. Ces partis ont poussé Israël à adopter une politique plus alignée sur des intérêts comme ceux des évangélistes américains considérés comme des sionistes chrétiens. Pour revenir justement aux évangélistes chrétiens, aux États-Unis, ils sont fervents
partisan d'Israël. Ils jouent un rôle déterminant dans les alliances israéliennes contemporaines. Leur soutien repose sur une lecture théologique selon laquelle le retour des Juifs en Terre Sainte est une condition préalable à la seconde venue du Christ. Cette alliance, bien que paradoxale sur le plan idéologique, voire même sur le plan théologique, a renforcé les liens entre Israël et les républicains américains. Sur le plan interne, cette évolution a accentué les divisions au sein de la communauté israélienne. D'un côté, une partie de la population reste attachée justement aux idées progressistes d'origine, même si elle est de plus en plus minoritaire. Et d'autre part, les courants nationalistes, religieux, dominent le paysage politique, rendant toute réconciliation difficile. Cette polarisation se reflète également dans les tensions avec les colons, perçus pour certains comme un obstacle à la paix, et pour d'autres comme une mission quasi divine. Aussi sur le plan international, le glissement vers des alliances avec des régimes plus autoritaires, plus populistes, a également isolé Israël sur la scène internationale. Et on voit de plus en plus de pays reconnaître justement la Palestine pour cette raison. Bien que les relations avec les États-Unis restent solides, le soutien des pays occidentaux à Israël a diminué. Cette situation complique les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit israélo-palestinien et nuit à l'image aussi d'Israël en tant que démocratie. Pourquoi? Parce que les colonies ont un effet profond sur les négociations de paix. Elles fragmentent le territoire palestinien, empêchant la continuité territoriale nécessaire à la création d'un État palestinien viable. Et selon les rapports des Nations Unies, ces implantations violent le droit international, mais Israël, soutenu par ces régimes nationalistes, poursuit leur expansion. En 2024, on compte 700 000 colons qui vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, avec des infrastructures spécifiques, des écoles, des routes, des industries, et qui renforcent cette annexion de facto de territoire. Pour conclure un peu, le sionisme, qui a débuté comme une idéologie émancipatrice, progressiste, laïque, s'est transformé, en fin de compte, en un projet dominé par des dynamiques nationalistes, religieuses, expansionnistes, qui vont bien au-delà des frontières actuelles d'Israël. Cette évolution a permis à Israël de devenir peut-être une puissance régionale, mais au prix de tensions internationales et d'un conflit persistant avec les Palestiniens sans perspective aujourd'hui de paix. Le contraste entre les idéaux socialistes des kibbutz et les réalités aujourd'hui actuelles des colonies illustrent cette transformation. Alors que certains continuent à prôner une vision démocratique, inclusive pour Israël, d'autres, influencés par ces idéologies messianiques, cherchent à imposer une domination sur un ensemble de territoires revendiqués qui va bien au-delà même des frontières actuelles d'Israël. Et l'avenir du sionisme dépendra avant tout de la capacité de la société israélienne à naviguer au-delà de ces visions opposées. Je vous souhaite une très belle journée.